Merci de nous rejoindre sur Radio Alta Breguans pour une nouvelle semaine qui commence. Bonjour David. Bonjour. Alors que nous as-tu préparé cette semaine ? Alors cette semaine, nous allons la consacrer au réveillon de la Saint-Sylvestre. La semaine dernière, c'était Noël et là, ce sera réveillon de la Saint-Sylvestre. Déjà, on reçoit notre ami qui est à côté de moi, mon acolyte, qui est parfait sommelier, vigneron, caviste. J'allais dire mon alcoolique. Nicolas Stromboni du Chemin des Vignobles. Bonjour David, bonjour Frédéric. Et aujourd'hui, Bonjour. on va proposer quelques recettes toute la semaine pour le réveillon. Ah, ben écoute. On va proposer aussi quelques autour de tout ce petit repas de réveillon de nos Nouvel An, parce que Noël est passé. Et il y a plein de bonnes choses à manger le jour de réveillon. Et c'est vrai que des fois, il y a même trop. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ben écoute, j'avoue que ça ne pose pas de problème. C'est vrai qu'après, il faut faire un petit régime. Souvent, on fait après tous les un fêtes, il y a régime. le Voilà, régime voilà. d'après-fête. Le réveillon a été tout ce qu'on a grignoté, dîné, déjeuné la semaine dernière. Le réveillon a été bien copieux et arrosé. On va commencer par un accord avec de l'eau, autour de l'eau et les légumes vapeur, De l'eau plate. les deux. Alors, qu'est-ce qu'on commence par des. Alors, par on les commence entrées souvent, oui, on peut commencer par quelques mises en bouche, puisque on se retrouvera sûrement le soir du Nouvel An autour de l'apéritif. Bon, il ne faut pas trop en abuser des mises en bouche, des amuse-bouches, parce qu'en fait, ça contient déjà le repas et il ne faudrait pas trop en abuser. Alors, moi, j'en ai prévu 3. Un, c'est une recette que m'avait donné le regretté Guy Barthes, qui était le fondateur de Cucina à Gours. Et il avait fait une recette qui était très sympathique. C'était de mélanger une tapenade, donc une purée d'olive noire, avec de l'ail. Soit il est mélangé avec un vieux fromage, ou soit il est mélangé avec du broutchou passe ou du broutchou frais, selon ce qu'il avait. Et donc, une fois que ces deux mixtures, je dirais, étaient mélangées, ça fait un contraste noir et blanc. Hein. Et il agrémentait soit de noisettes, de noix, de pistaches, et il mettait ça sur des toasts de pain de campagne. Il faisait juste griller sous une salamandre ou sous un lèche frite, ou il pouvait le laisser aussi nature frais comme ça. Je trouvais ça sympathique. Je sais que dans la montagne de Parme, ils appellent ça l'élixir. Le mélange d'olives concassées, d'huile d'olive et de vieux parmesan. L'élixir. Ah ouais, ben voilà, c'était une recette qui m'avait beaucoup touché, parce que Guy, c'était déjà quelqu'un de formidable et un fervent défenseur de la culture et de la cuisine corse. Et voilà, il avait fait cette petite recette que j'aimais beaucoup. Bateau de diga, je l'appelais ça. Et c'était une recette sympa. On peut faire aussi, parce que bon, c'est un peu la période des fruits de mer, je pensais faire un beurre de crevettes. Donc c'est tout à fait simple, un beurre de crevettes. On prend des crevettes cuites, ou on les cuit soi-même. On enlève la carapace, on les mixe. Et on vient rajouter à l'intérieur un beurre pommade. Alors qu'est-ce que c'est un beurre pommade ? C'est un beurre qui est à température, aux environs de 13-14 degrés, qui est mou, qui n'est pas fondu, mais qui est mou, d'une consistance de pommade. Et on vient faire un beurre de crevettes en mélangeant les deux. On peut agrémenter... D'un peu de cognac. D'un peu de cognac, oui. On peut agrémenter de petites noisettes, un peu de ciboulette, un peu d'herbes fraîches. Un peu de poivre blanc. Un peu de poivre blanc, poivre de penja, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Et en dernier, une petite moule de Diane en brochette avec une petite feuille de tranche de cope. Voilà, c'est 3 petits éléments qui peuvent être un petit apéritif sympa. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais qui emmène le même type de vin, puisqu'il faudrait, si on reste local, un joli blanc de patrimoine un peu sec, avec un peu de gras pour aller sur la moule, pour aller sur la cope, pour le beurre pommade aussi. On va retrouver le gras du beurre pommade, et puis on va retrouver également le gras dans l'olive et le fromage. Un blanc de patrimoine qui serait un blanc avec un petit peu décalé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va goûter les blancs de 2015 dans un mois, on va dire un blanc de 2013 ou 2014, un blanc qui a un petit peu de bouteille. Ah, bloc à bouteille. Ouais. Alors, par rapport à Noël, est-ce qu'on charge plus les assiettes ? Est-ce qu'on charge un peu plus les verres, même si c'est déconseillé, il faut le faire avec modération, le soir du 31 ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est l'organisation du 31 différente, Ouais. c'est beaucoup plus amical, on est moins centré, j'ai l'impression qu'on est moins centré sur la famille, plus sur les amis, puis c'est un apéritif qui dure un peu plus longtemps, on a des plats plus travaillés, on est sur des choses un peu plus légères. C'est vrai, c'est une petite dégustation. Voilà, une forme de dégustation successive. Mais moi j'aime bien cette action-là de la dégustation, parce qu'en fait, sinon, on a une personne ou plusieurs, selon le nombre que l'on est à table, à rester en cuisine. Et moi j'ai toujours vu ma mère, par exemple, manger en décalé. Et donc ce qui est intéressant dans ces repas un peu où on peut un peu snacker, je dirais, si on peut employer ce terme un peu
nouveau. C'est le principe de partager le repas, mais tout en étant tous ensemble. Et c'est le principe de la fête, en fait. C'est pas condamner quelqu'un à... Puis ça, en même temps, c'est nouveau. Et puis, quand on regarde un peu l'organisation des repas en Méditerranée, des repas comme ça, pluriels, où on a tout un certain nombre de choses qui défilent sur la table, chaud et froid, c'est quelque chose qui est à la fois qui est très nouveau, qui est très nouveau parce qu'il y a une mode espagnole, parce qu'il y a une mode américaine, on parle de finger food, de snacking, mais à la fois en Méditerranée, c'est quelque chose de très 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 ancien. Oui, on pouvait tout avoir sur la table, c'est sympa en fait. Bon, voilà, moi j'aime bien cette idée pour pas condamner quelqu'un à rester derrière les fourneaux et à servir tout le monde. Qui aurait préparé toute la journée, qui en plus il faut qu'il fasse l'office. Ce qui est le cas souvent à Noël. Souvent, la maman, tu parlais de ta mère tout à l'heure, David, c'est toute la journée du 24 dans la cuisine. Ouais. Et puis bon, alors, moi je sais pas toi. Ça a été le cas. Nico, je fais rien à la maison. Je pense que c'est dans ton restaurant que tu cuisines. J'ai horreur de cuisiner à l'extérieur. Surtout chez moi, je sais pas pourquoi. Moi, ça doit être frustrant pour ton entourage quand même, David. Je sais pas, ou peut-être. Ils doivent t'en vouloir quand même. C'est l'habitude. Quand on invite un cuisinier dans un repas, on veut toujours le faire cuisiner. Alors non, je dis non. Si vous m'invitez, je cuisine pas. Bon, nous avons cette discussion demain, vous l'avez compris, chers auditrices et auditeurs, on consacre cette semaine au réveillon de la Saint-Sylvestre. On vous donne quelques petites idées donc, avec Nicolas Sombogne, sommelier qui est à nos côtés, mais également David Mezac, chef cuisinier. Et Frédéric Bertocchi. Oui, qui ne comprend pas grand-chose à la cuisine, mais qui vous accompagne. En tout cas, au niveau festif, je suis là et je vous accompagne pour cette émission cette semaine. Donc on se donne rendez-vous demain et il y aura d'autres propositions. Des petites entrées demain, qu'est-ce que tu en penses? On va poursuivre sur les petits mésés libanais. Wow. Tu vois. Eh bien, les amis à Doumagne, joignent sur Alta Frequenza pour votre émission Sapor et avec Nicolas Sombogne. Bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric. Le sommelier qui partage cette semaine en notre compagnie, David, bien sûr. Oui, toute la semaine. Nous on propose quelques idées de recettes, enfin toi surtout. Et Nicolas nous dit bien ce qu'il en pense et il nous propose de petites suggestions en accompagnement au niveau des vins notamment. Ce qui était déjà le cas hier. Alors David, on passe aux entrées. Je vais donner d'abord la parole à Nicolas pour les mésés libanais. On a terminé l'émission en parlant des mésés libanais. Les mésés libanais, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une organisation d'un repas. Mais on appelle ça mésé, mais on appellerait ça piatine ou tapas en Espagne. C'est une succession de plats qui défilent ou alors des plats qui sont tous ensemble servis en même temps sur la table, ce qui est bien pratique quand on est cuisinier, qu'on ne veut pas passer 2 heures derrière les fourneaux. Tu as pu le dire hier. On fabrique tout ça dans la journée, on reste ensemble toute la soirée. Et on profite de nos invités le soir ou le déjeuner d'ailleurs. Avant de poursuivre, on va quand même me demander à David, toi tu proposes quelque chose? Je suppose que oui. Oui, le menu sera un peu caché pour l'instant parce qu'on est toujours un peu sur la fin en disant tiens on va mettre ça, donc on n'a pas encore établi le menu définitif, mais oui on a... Ce sera à l'Altroverse ou également au bistroté? L'Altroverse, le bistrot. Et toi? Et alors le bar à vin, c'est toujours comme d'habitude. Alors chez nous, c'est une série de petits plats qui défilent. Bon, sachant que la star reste quand même chez nous le vin. Donc même si on s'efforce de faire une cuisine de qualité avec des beaux produits, on essaie d'abord de mettre en avant notre métier premier, c'est le vin. Bon, mais David, en tout cas, dès que le menu de la Saint-Sylvestre, du bistroté et bien évidemment de l'Altrouverte, tu nous le communiques et nous, on communiquera ensuite à nos auditrices et auditeurs parce qu'on attend tout simplement ce menu. Alors, passons aux entrées. Donc j'ai pensé menu de fête, bien entendu, on ne peut pas passer à travers le foie gras. Donc j'ai pensé à un foie gras poêlé avec une sauce à la clémentine et au citron vert. Alors on peut servir ce foie gras poêlé, alors on en trouve souvent déjà tranché, des tranches de foie gras, ou alors on achète un lobe de foie gras que l'on tranche soi-même. C'est un peu fastidieux quand on l'a jamais fait parce que on se retrouve souvent avec des tranches qui sont un peu fracassées. Donc l'idéal c'est de les acheter déjà pré-tranchés. Alors c'est une cuisson très rapide, le foie gras, il faut toujours que ce soit un peu rosé à l'intérieur, très moelleux, un peu croustillant sur le dessus. Et on fait une sauce à la clémentine toute simple avec un jus de viande où on vient agrémenter d'un confit de clémentine et de zeste râpé de citron vert. On peut servir ça sur une petite... j'ai vu l'autre jour, c'est très régressif sur ta page Facebook, tu parlais des gaufres. Mais on peut mettre une petite gaufre à la pistache, on peut faire un petit blinis à la châtaigne ou simplement un pain de campagne juste toasté qui viendrait accompagner ce petit foie gras poêlé à la clémentine. Qu'en penses-tu? J'en pense qu'effectivement, il faut quelque chose qui soit un petit peu croustillant, qui vienne tempérer le gras du vin. Alors, en t'écoutant parler, je réfléchissais au vin que je mettrais dessus, puis
Et puis on est en Balagne. Pour moi, on est en Balagne. La clémentine, les agrumes, c'est typiquement les arômes de la Balagne, des blancs de Balagne. Et il faut chercher un vin qui soit un peu consistant, parce que le foie gras, même si c'est délicat, ça reste quand même un plat d'une structure assez envahissante en bouche. On a quelque chose qui doit tenir tête. Et je pense à la cuvée Loum du domaine d'Alciprate. Cuvée Loum, c'est une cuvée extrêmement confidentielle. Je crois qu'il en a produit 1000 bouteilles. Oh, c'est joli. Et c'est un très très beau blanc qui peut faire foie gras, mais qui peut aussi aller éventuellement, s'il en reste un fond, sur des beaux fromages de chèvre de Calanzane. Alors attention, moi je suis de Féligède, donc on est obligé de parler des pros, ouais. Sinon je vais me faire engueuler. Alors, on peut parler des Bros, on peut parler de Vigneault, là aussi, on peut parler du domaine Rénouche, les deux domaines de Feliceto. Sachant que si on accorde avec le foie gras, à ce moment-là, on évitera de le servir chaud, mais on le servira plutôt froid à ce moment-là. À mi-cuit peut-être. À mi-cuit par exemple. À mi-cuit, c'est à sympa. La clémentine, si on veut. Oui, on peut le faire à la clémentine ou au châtaigne. Tu préfères le mi-cuit ou le poêlé, toi? Je préfère le mi-cuit quand même. Ouais. Moi, je sais pas, moi c'est vrai que je préfère aussi le mi-cuit, parce que le gras, bon, c'est personnel, hein, mais le foie gras poêlé me dérange un petit peu. D'où l'avantage d'avoir un vin qui soit en adéquation, puisque le vin va rincer, va nettoyer la bouche, et va permettre d'avoir des bouchées qui soient des bouchées neutres, et puis on va avoir envie d'y revenir, parce qu'on aura un palais qui sera complètement désaturé. Alors on sait que le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre, il y a quand même la bouteille de champagne qui est maître. Tout le monde boit du champagne quand même ce soir-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi choisir un vin par rapport justement au fait qu'ensuite on va passer au champagne en deuxième partie de soirée, ou est-ce que ça peut jouer sur... disons que si on veut jouer les accords, personnellement la place du champagne elle est plutôt en début de soirée, sur les petites mises en bouche dont parlait David hier. Il parlait de la moule avec la cope, il parlait de tout un tas de choses, et choisir un petit peu les plats en fonction de l'ordonnancement des vins. Ça c'est dans un monde idéal. Après chacun fait comme il peut, et surtout selon son budget, parce qu'aujourd'hui le champagne ça coûte un petit peu d'argent, et avec des blanc corse, on peut avoir une très très belle soirée. L'entrée de gamme en champagne, il faut compter combien à peu près? L'entrée de gamme, c'est 22-23 euros. 22-23 euros. Pour quelque chose qui tienne un peu la route. Oui. Parce que souvent, au 12 coups de minuit, voilà, c'est le champagne. C'est le champagne qu'on ouvre. Mais aujourd'hui, le muscat pétillant a aussi remplacé, heureusement ou malheureusement, le champagne. C'est un produit qui devient accessible. Mais il y a un produit auquel on ne pense pas souvent, c'est les cidres. Les cidres de pommes et les cidres de poire. Et c'est vrai qu'après un réveillon un peu arrosé, les cidres, c'est rafraîchissant, c'est tonique, c'est dynamique, c'est léger. Il y a très peu d'alcool. Et c'est surtout accessible en budget. Moi, les muscats pétillants, je ne suis pas trop fan. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est beaucoup sucré. Et je ne suis pas véritablement fan de cette mode, parce que c'est devenu presque une mode. C'est personnel. Il faudra goûter. Voilà. Non, mais j'en ai goûté quelques-uns et je ne suis pas fan. C'est personnel. Voilà. C'est mon avis. Un peu... Peut-être ça ne fera pas plaisir à tout le monde. Mais il faudra goûter. Dessert, pardon. Ma phrase est incomplète. Il faudra goûter sur quelques-uns de tes desserts. On verra si ça fonctionne. On reverra la copie sur les desserts. Alors, je sais pas, mais on peut donner aussi une petite très sympathique, parce que c'est la saison des courges. Un petit velouté de courge avec un espuma au broach, parce qu'on rentre dans la période de fabrication du broach. On avait reçu Raphaël Vespérine, rappelle-toi, qui fait un broach de chèvre à Sarre. Là. Et les courges de Sébastien Bonnard également, qui sont très bonnes. Alors on peut avoir un mélange de courges, selon ce que l'on veut faire, potiron, potimarron, butternut, ce que l'on a et ce que l'on veut. On fait un velouté, donc un velouté c'est une cuisson de soupe qui a été crémée, dans lequel on vient incorporer, on pourrait même incorporer comme ça à l'espensade une petite poêlée de foie gras poêlé, tu vois, juste pour apporter ce côté un peu festif, même quelques croûtons de pain de campagne. C'est ce que je vois, moi je vois les pépins de courge qui sont nettoyés, légèrement passés au four avec une pointe de sel et jetés comme ça sur la cocotte de courge au dernier moment. Voilà, c'est croustille et c'est salé. J'adore cette émission parce que c'est vivant. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et un petit espuma. Alors, c'est facile de faire un espuma. On prend 100 g de broach, on mélange avec 300 g de crème fraîche. On peut l'agrémenter de menthe, d'une épice que l'on veut. On mixe, on passe au chinois et on met ça dans un siphon où on fait une chantilly si on veut. On met une cartouche de gaz et on a une chantilly de broach. C'est ça un espuma en fait. Et donc ça peut être une petite entrée sympa, chaude et froide en même temps. On peut et dans les épices qui fonctionnent très très bien avec la courge et le broach, c'est les pâtes de curry rouge. Le curry, oui, qui va très bien. Ça fonctionne très très bien, dosé avec extrême modération bien sûr. Ah bien, ça a l'air bien bon tout ça. On
se quitter, les amis. On va se donner rendez-vous demain, bien évidemment, même endroit, même heure sur Alta Brigance. On en profite aussi pour rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent venir nous rejoindre sur le marché Noël pour nous voir, puisque nous avons, comme tous les ans, le marché Noël, le chalet Alta Brigance au marché Noël Place du Diamant à Ajaccio. Donc, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous réalisons nos émissions, une grande partie de nos émissions en direct de ce chalet pour passer ces fêtes en votre compagnie. En ce qui nous concerne, eh bien, on se dit à demain. À demain, avec plaisir. À demain. Merci de nous rejoindre pour votre émission Sapo, riant ces périodes de fête, le réveillon de Noël, le réveillon de la Saint-Sylvestre. Évidemment, on vous donne quelques idées pour la Saint-Sylvestre, notamment. Bonjour David. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas Sombogne. Bonjour Frédéric, bonjour David. Salut. Sommelier qui nous accompagne pendant ces fêtes et qui nous donne cette petite touche technique, je dirais, au niveau... oui, c'est tout accord, mais voilà. sympathique. Bon, j'espère surtout qu'elle est ludique, avant qu'elle soit technique. Exactement. La technique, chacun se fera la sienne. Exactement. Alors, on a parlé des amuse-bouches lundi, pour le rayon de la Saint-Sylvestre, bien évidemment. David, hier, tu nous as donné quelques idées pour les entrées. On va passer maintenant dans le concret, le plat de résistance. Qu'est-ce que on pourrait faire? Quelles idées as-tu pour ce 31 décembre? J'ai pensé à une papillote de poisson pour la première idée. Alors, une papillote de poisson avec une petite garniture de légumes du moment. On peut la préparer avant et on peut la tenir au frais avant de servir. Voilà, on peut choisir un poisson soit de pêche locale, un dentille, une tanoude, un filet de tanoude, un filet de sable, bon, ce qu'on aura si la mer est bonne, ou on peut utiliser un pavé d'umbrine, une production de pêche locale aussi, mais d'élevage, ou un pavé de loup, un pavé de dorade bio. Des grandes qualités. De Campo-Mort. Voilà, alors c'est facile de faire une papillote. En fait, le principe de la papillote, c'est une cuisson, je dirais presque à l'étuvée, à l'intérieur de la papillote. Le petit inconvénient ou la petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est que si on a des légumes, il faudra peut-être les cuire un petit peu avant. Si on met des carottes, si on met des rondelles de carottes, de courges, de courgettes, de poivrons ou de ce que l'on veut, ou de pommes de terre. Voilà, il faut agrémenter ça avec une petite persillade, quelques herbes, une petite branche de thym, une petite verveine citronnée. Voilà, on peut mettre un peu tout dans une papillote selon nos envies. On cuit le poisson vraiment à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on ne précuit rien. On le cuit avec le jus des légumes. On peut mettre un petit bouillon de poisson, ou on peut mettre un petit jus de légumes qui va venir finir la cuisson. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre un bon poivre. Tu disais l'autre jour le poivre blanc de Penja, mais aussi le poivre blanc d'Indonésie, le timut. On peut utiliser plein de choses pour agrémenter, pour vraiment venir parfumer la papillote. Il ne faut pas trop aller à l'excès, parce que le principe, c'est d'avoir le goût des légumes et le goût du poisson. Il ne faut pas non plus l'anéantir. Mais j'aime bien le principe de la papillote parce que c'est facile à mettre en œuvre. Et puis, ça a son effet quand même à la table, cette petite papillote. La variante proprianaise, elle est très simple. Elle est extrêmement simple, peut-être un peu plus grasse que la tienne, mais c'est une petite brunoise de boulette, donc de joues de porc taillées très très finement avec de l'herbe à baronne et du thym de montagne. Voilà, ça vient rien de plus. Nourrir un peu. Ah oui, ça faisait côté un peu fumé, mariage terre et mer, c'est sympa. C'est vraiment ça. Alors souvent, lorsqu'on parle poisson, on parle toujours des poissons de mer. On a aussi des truites qui sont très très bonnes chez nous. Oui, et j'ai remarqué qu'on n'en a pas trop dans les restaurants. On a un élevage de truites au Pont d'Ucciani, qui sont des très jolies truites. Et moi j'ai grand souvenir à l'époque de la foire de la Gravonne, quand la foire de la Gravonne battait son plein, ce monsieur fumait ses truites. Et c'était personnellement ma première rencontre avec des poissons fumés. C'était local et ça fonctionnait très très bien. Et c'est un monsieur qu'on peut aller rencontrer. Je ne sais pas s'il distribue beaucoup sur Ajaccio, mais en tout cas il va se visiter. Les truites sont bonnes. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est un poisson. Travaillé, tu as déjà travaillé la truite, au bistrot, on en a fait déjà quelques fois des truites d'ici. C'est vrai que c'est vraiment sympa. Il y a encore le grand hôtel de Vitsavone en été qui propose cette fameuse recette de la truite au bleu, pochée tout simplement avec des légumes. Des petits légumes moitié vapeur, moitié sauté. La truite devient bleue servie avec un petit beurre fondu dessus. C'est un plat très simple et très savoureux. Alors pour tous nos auditeurs, dans les poissons, il y a des arêtes. Voilà, parce que souvent j'entends dans le poisson il y a des arêtes. Alors oui, je vous confie aux auditeurs que dans le poisson il y a des arêtes.
Voilà. Dans les petits pavés, Dans le poisson pané, il y en a dans pas. le poisson pané, là Voilà. où il y a la panure, on ne sait pas si c'est de la panure ou si c'est du carton. C'est rare qu'on en trouve. Mais dans les poissons, il y a des arêtes. Alors on peut le décortiquer, hein, Oui, on ou peut pas. décortiquer. Bon, écoutez, on peut enlever le gros. tiens. Voilà, on peut enlever En tout le cas, gros, si on peut rendre service, mais bon, il faut maintenant arrêter ce tu parlais snobisme. de- Il y a du poids des arêtes dans le poisson. Tu parlais de plat tout à l'heure, et c'est vrai que les arêtes, à condition qu'on sache lever un filet, ce qui est là effectivement un geste technique, qui est plus un geste technique que tu pourrais apprendre à tous les auditeurs, si un jour tu avais le temps, mais on peut faire des jolies fumées avec les arêtes, pour notre petit risotto. Ah oui, on peut faire un joli. Il n'y a rien qui se perd dans le poisson, hein. Si on sait travailler le poisson, c'est vrai que des têtes, de l'arête, on peut en faire une petite soupe, on peut en faire un petit bouillon, C'est comme le cochon. on peut en faire une gelée, voilà, et on peut réutiliser la carcasse. Le mot est un peu vulgaire, mais Les os, voilà, des poissons, on les arrête. Mais bon, on peut tout utiliser, mais voilà, il faut s'attendre à trouver des arêtes un peu dans le poisson. Nous, professionnellement, on essaie d'en enlever, mais on peut pas tout enlever parce qu'on viendrait abîmer notre poisson. Donc voilà, c'était pour un peu la petite magagne, pour un peu stoutiguer un peu nos clients, leur dire qu'il y a des arêtes dans le poisson. Donc papillote de poisson, on a bien compris. Voilà une idée pour survivants de la Saint-Sylvestre. Peut-être une autre. Alors un risotto de homard au Ouais. sèche, on tombe dans la période de la pêche des sèches et des calmars. Moi j'aime bien l'accord, et c'est pas moi qui l'ai inventé, parce que les pêcheurs avaient déjà compris que la sèche venait relever le goût des poissons, et surtout des homards et des langoustes. C'est un secret de pêcheur de faire la sauce quand on fait les pâtes aux langoustes et les pâtes aux homards, de venir cuire d'abord la sèche, parce que la sèche vient relever le goût de... Elle a une iode extrêmement particulière, une iode Voilà. très très fine, très, très persistante, comme les grands crabes d'ailleurs. hein. Voilà, et ça vient de- relever vraiment Alors on peut faire un risotto, mais aussi on peut faire des pâtes, on peut faire des farfans, on peut faire des penne, on peut faire ce que l'on veut, ou un riz tout simple avec un bon morceau de homard et de sèche, alors que l'on peut cuire dans la crème ou pas, c'est selon les goûts. Hein. Comment est-ce qu'on fait un risotto? Alors un risotto, c'est technique, c'est compliqué, c'est simple. Pourquoi ? Parce que on commence à nacrer. Alors on peut utiliser soit du beurre, soit de l'huile d'olive. On commence à nacrer. Nacrer, ça veut dire on va rendre translucide le risotto. C'est une technique qui est importante, une phase importante, parce que on vient apporter, quand on vient nacrer le riz, on vient apporter sa force, en fait. Souvent, on dit le risotto, il est pâteux, il est cassant, enfin, tous ces côtés désagréables. Parce qu'il y a une étape qui a été ratée. Et le fait de nacrer le riz vient le renforcer. Ça veut dire que ça va permettre, parce qu'il faut 15 minutes pour cuire un risotto, environ, 15-18. Si on rate cette étape de nacrer le riz, on vient perdre l'étape importante de le renforcer, et il va avoir une cuisson différente. Donc d'abord on nacre le riz avec du beurre, des oignons ciselés ou de l'échalote ciselée. Une fois que le riz il est nacré, on le déglace avec un vin blanc. On y ajoute un petit vin blanc Voilà. sec, On de vient préférence pas quelque chose de pas un fond de bouteille du 24 sucré, Non. quelque chose d'assez sec. voilà sec. Et on laisse On laisse pas beaucoup, boire. hein, 4-5 centilitres, on laisse le riz boire totalement Voilà. ce vin jusqu'à évaporation totale. Voilà, ce qui va venir apporter donc déjà un peu le côté acide qui est un exhausteur de goût, hein, et en même temps qui va venir apporter le caractère au risotto. Parfumé. Voilà, le parfumé. Et ça vient décoller un peu tous les sucs que l'on a des oignons. Ensuite, on mouille pendant 15 minutes. Alors, il y en a qui le mouillent d'un coup, le risotto, avec un bouillon. On peut faire un bouillon de homard, on peut faire un bouillon de légumes, on peut faire un bouillon avec nos arêtes de avec poisson. les arêtes de poisson, avec les sèches, voilà, selon ce que l'on veut donner comme caractère au risotto. Pendant 15 minutes, sans arrêt, on va venir arroser au fur et à mesure que le risotto boit le liquide, on va venir arroser. Les Italiens utilisent le terme de souffrir. Ils disent que le riz doit souffrir. On force le riz à exuder l'amidon pour que la liaison se fasse. Alors certains le font une seule fois. Moi, je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais certains le font une seule fois, de venir arroser l'intégralité de l'eau ou du bouillon sur le riz. C'est pas la bonne. Enfin, à mon sens, c'est pas la bonne technique. Donc on vient nourrir en fait de bouillon Le riz de bouillon. Le riz, voilà. Et ensuite, il y a la dernière étape. Il y a 2 étapes encore. Soit on crème, soit on vient apporter du beurre en quantité, soit il y en a qui mettent du mascarpone. Et il y en a qui le lient au parmesan. Alors moi, je lis pas mes risottos au parmesan. C'est quelque chose que j'aime pas faire. Voilà, je trouve que ça prend trop le goût sur le risotto que l'on fait. Maintenant, c'est que mon idée. Je sais pas si toi Moi, tu j'ai une double liaison. La première liaison, c'est juste avant de
le risotto du feu, on lie avec une petite purée de potimarron quand on en a. Ça le colore un petit peu, ça évite justement l'utilisation du mascarpone. Et hors du feu, on fait un petit beurre pommade avec un temps pour temps, c'est-à-dire 100 g de jaune d'œuf, 100 g de beurre. On confectionne une petite pommade et hors du feu, on vient lier le risotto à froid avec cette pommade. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça permet de stopper la cuisson puisqu'on ajoute du froid dans du chaud. Et le deuxième avantage, c'est que ça amène une texture extrêmement glissante. Voilà, il faut que ça soit onctueux, il faut que ça soit, je dirais, soyeux. Le risotto, c'est quand même un plat qui est facile, mais qui est même que technique, comme tu as pu l'entendre. Il faut se laisser aussi, je dirais, la possibilité de faire un peu comme on veut, hein, bien entendu. Comme on l'imagine. Comme on l'imagine, parce que voilà, tout le monde n'aime pas le grain cuit, tout le monde n'aime pas le grain trop cuit. J'en connais. Même le risotto, tu disais tout à l'heure, il faut pas que ce soit pâteux, mais j'en connais qui aiment le risotto pâteux. Voilà. Donc c'est selon les goûts aussi. C'est selon les goûts, oui. C'est pour ça que je vous dis, il faut se laisser cette liberté de faire comme on veut. Nous, on donne quelques conseils, après, on le fait exactement comme on veut. Moi, j'aime pas le parmesan dans le risotto, mais c'est personnel. Voilà. Et si le risotto est vraiment trop pâteux, il nous reste encore le choix ultime de faire des arancini. Ce sont des petites boulettes de risotto avec un petit qu'on fait dans le creux de la main avec un petit peu de ce qu'on veut à l'intérieur, du fromage, de la crème, des noisettes, du jaune d'œuf. On referme, on fait frire ça et ça fait des boulettes magnifiques. Voilà. Voilà une autre idée. Donc pour de la Saint-Sylvestre, on va se quitter, messieurs. On va se donner rendez-vous de même endroit, même heure. On va passer peut-être, on va commencer à aller vers les desserts ou il y a peut-être d'autres choses. Un petit pré-dessert. Allez, un pré-dessert parce que c'est vrai qu'au soir de la Saint-Sylvestre, on va parler un peu du granité. À demain. 11h15. Bonjour, merci de nous rejoindre sur Alta Brigance à 11h15. Nous passons une semaine festive avec David Metzak. Salut David. Et Fred. Et Nicolas Stromboni. Salut Nicolas. Bonjour David. Salut Nico. Qui était déjà la semaine dernière sommelier et nous accompagne donc pour ces périodes de fête sur Alta Brigance. Alors on a beaucoup parlé de risotto, de poisson, papillotes de poisson, d'huîtres, de tout un tas de choses tout au long de la semaine. Mais là on va se diriger un peu vers les desserts, David. Allez, les pré-desserts. Les pré-desserts, voilà. Ouais. On va essayer de parler aussi un peu de vin parce qu'hier on a tellement parlé qu'on n'a pas parlé de vin. Hier c'était mercredi donc on en parle moins. Voilà, le mercredi c'est pour les enfants. Sinon buvez de l'eau. On a quand même dit qu'on mettait un peu de vin dans le risotto. Voilà. Non mais on peut tu parlais l'autre jour du cidre. On fait un excellent jus de pomme à Chamanach. Je salue mes cousins. On peut très bien boire un bon jus de pomme. Jus de pomme, ça peut accompagner tout un repas. Pour les gens qui ne boivent pas de vin, c'est vraiment le jus de fruits qui peut faire absolument tout le repas, de l'entrée au plat au dessert. C'est le jus de fruits qui se rapproche le plus, je dirais, de la texture du vin. Alors, oui, parce que c'est quelque chose qui est acidulé, c'est consistant, c'est pas trop parfumé et c'est rafraîchissant. Par exemple, un jus d'orange, il y a une acidité importante. C'est impossible. Et ça nous casse tout, quoi. Impossible. Donc, ça serait plutôt un jus de pomme, pour le non-buveur. Sauf pour le petit déjeuner. Ouais, il manque. Tu peux le manque, oui. Si ce sont des oranges du Mandriol, les fameuses oranges que prenait Mitterrand, il se faisait livrer des oranges toutes les semaines du Mandriol. Ça, l'histoire ne le raconte pas, mais c'est absolument vrai. Alors, on gardera le jus d'orange pour le petit déjeuner, mais donc plutôt privilégié pour les non-buveurs. Mais c'est bien de le savoir, donc un jus de pomme. Un jus de pomme. Parce que voilà, on est au pré-dessert. Ouais. Alors un granité, on peut en faire à toutes les variantes possibles. Si on fait un granité au jus de pomme, alors qu'est-ce que c'est un granité? C'est pas un sorbet, c'est pas une glace, ce sont des paillettes d'un élément que l'on veut mettre en granité. Ce sont des paillettes de glace en fait. Comment on procède? Il nous faut par exemple 1 litre de jus de pomme, il nous faut 500 g d'eau et 1 litre de lait. 1 litre d'eau. Je recommence. Il nous faut, un demi-litre d'eau plutôt. Voilà, un demi-litre d'eau et 500 g de sucre. D'accord. Alors, comment on fait? On prend le jus de pomme, on le met dans une petite bassine. On fait bouillir le sirop. Alors, le sirop, on peut l'aromatiser. Un peu de cannelle qui va se marier très bien avec la pomme. On n'a rien inventé. La peau de la pomme. Voilà, un peu de réglisse. C'est très bon, la réglisse. On peut rajouter de la fève de tonka. Alors la fève de tonka, moi j'aime beaucoup. Micadro point. Voilà, pas beaucoup, mais c'est une fève que j'aime beaucoup. Pourquoi pas trop, non? Parce que c'est une fève qui est extrêmement prégnante quand on l'utilise en grosse quantité. D'accord. J'ai juste une fève, tu vois. Mauvaise expérience. Il y a quelques années, j'ai fait des pommes au four avec de la fève de tonka, mais j'ai mis une fève par pomme. Ah oui, non, mais tu avais un peu exagéré alors. Ah ouais. Il fallait appeler David avant. Tu aurais dû appeler David. David. Il faut juste râper. Moi, il y a les râpes, ça s'appelle
pub, mais c'est pas grave. Ça s'appelle les microplanes. On trouve sur Internet. Il y a des râpes exprès pour les fruits secs. On vient râper juste une petite fève de tonka. Vous regardez sur Internet la fève de tonka, on peut trouver facilement. On vient juste la râper. Chemin des vignobles. Ah, tu vois ? Oui, absolument. Ah, ben je savais pas, tu vois. Au chemin des vignobles, vous pouvez trouver la fève de tonka. On vient. Je savais pas. On vient juste râper. Concentre-toi. On vient juste râper dans le sirop la fève de tonka. Et il faudra la filtrer après, parce que c'est pas très agréable en bouche. Une fois que le bouillon est à ébullition, on vient verser ce bouillon sur le jus de pomme et on mixe. Et on refroidit. Alors, ça va prendre 3-4 heures quand même. Une fois que l'on met ça au congélateur, une fois que c'est froid, parce qu'on ne met pas quelque chose de chaud dans un congélateur froid. Hein. Une fois que c'est froid, on met dans le congélateur. Et toutes les 2 heures environ, on vient gratter avec une fourchette. Jusqu'à quand on ait la consistance de paillettes. Parce qu'il faut vraiment que ça soit en paillettes. Il ne faut pas que ce soit un bloc. On ne pourra pas en faire d'un granité. Et donc, pendant toutes les 2 heures, on vient gratter c'est-à-dire pour le réduire en miettes en quelque sorte. Voilà, ça vient réduire en miettes, en paillettes. D'accord. Hein, et on sert ça juste avant le dessert. On vient servir ça dans un petit verre. C'est facile à faire, voilà, ça, c'est visiblement. très facile. Alors on peut l'aromatiser. Fromage de chèvre. Et tu sais, je pensais en pré-dessert, pendant que je t'écoutais parler, je pensais à un accord là-dessus. Et il m'est venu l'idée de cette réinterprétation du brie qu'on fait, le fameux brie aux truffes à la française. On a un plat qui fonctionne très bien chez nous. Alors il faut avoir un très joli fromage de chèvre frais, mais c'est la période où on en trouve. Ouais. Johanna Sauton d'Arbory en fait un très très bon. Il faut simplement couper le fromage de chèvre dans sa largeur, ouais. Et faire sauter une petite brunoise de cèpe. On laisse refroidir cette brunoise de cèpe, on la met entre les deux, là on fait une espèce de beurre de fromage, entre les 2 couches de fromage, on filme de papier film et on laisse reposer 2 jours. Et ça fait un brie aux truffes locales, puisque ça sera donc un fromage de chèvre au cèpe, Ouais. mais le problème, enfin le résultat finalement est le même, et on reste sur quelque chose d'assez original et très très savoureux. Ah, c'est sympa. Ah ouais, tout à fait. On peut même, on peut faire ce granité au poire avec ce petite tartine de. C'est à ça que je pensais, avec cette tartine de fromage de chèvre, cèpe et le petit granité comme ça aux pommes, ça ferait un accord absolument merveilleux. En fait, si on faisait tous les deux du 31, on passe à un Saint-Sylvestre de folie, quoi. Il y a un à boire et Un à de manger. chaque côté. Exactement. Exactement. Sinon, d'autres petites idées peut-être en pré-dessert. Alors, soit bien sûr passer sur les sorbets, on peut prendre des sorbets de Pierre Gironi ou bien sûr d'autres glaciers insulaires. On a la possibilité d'avoir des glaciers super chez nous, donc on peut aussi leur consacrer notre pré-dessert. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire un gazpacho de fruits frais, c'est-à-dire on pourrait mixer des clémentines corses. Alors, ça manque un peu de texture. Alors moi, quand je fais un gazpacho de clémentine, je viens toujours mettre une banane dedans, ou une pomme. Ça vient toujours donner un peu de corps à ce gazpacho. Il faut servir ça très froid, que l'on boit à la paille. Et ça peut être sympa, ça peut être frais. Et puis tout simplement, quelque chose qui nous vient encore de très loin dans la grande tradition française, mais c'est le trou normand, avec un très beau sorbet et un alcool cru, qui a un avantage fantastique, c'est que l'alcool retrouve ses fonctions digestives, ça permet de continuer le repas en toute sérénité. Un trou normand qu'on pourrait faire avec une aquavit. Une aquavit, une très belle eau-de-vie de myrte avec un sorbet myrte. On peut faire une eau-de-vie de châtaigne avec un sorbet pomme. Enfin, tout fonctionne très bien. On en a parlé la semaine dernière, mais la bûche, c'est vraiment réservé à Noël. Non, parce que moi, j'en connais qui en mangent aussi, qui mangent la bûche le 31. Hein. Je lisais l'autre jour une revue culinaire qui posait des questions à certains chefs. Es-tu pour la bûche ou es-tu pour la brioche, je dirais, des rois ? Oui, parce que la galette des rois. Normalement, c'est quelques jours après la galette. C'est quelques jours après, c'est le deuxième dimanche ou le dimanche d'après. Hein. Et certains chefs disaient pourquoi choisir ? Voilà, là c'est pareil, pourquoi choisir s'il y a toujours un morceau de bûche qui reste, il y a toujours. Voilà, on peut. Ta recette de bûche la semaine dernière était superbe. Ah, c'est gentil. Très simple à faire. Et à ce sujet, vous connaissez des gens qui tirent les rois le soir ? Non, quand même pas, le soir de la Saint-Sylvestre. Non, je pense pas. Je pense pas. Ah, il nous regarde là, Nicolas, avec un petit sourire. L'œil qui brille. Oui. Personnellement, un grand panier de clémentines me va très très bien. Mais ça, je pense qu'il y a sur toute l'étape de Corse un panier de clémentines au fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai toujours vu ça en tout cas dans notre famille. Ça a toujours été le cas. Et puis quelques noix. Quelques noix, oui. Enoge et birra qui fruttise qui se tempestade in noi et birra. Donc voilà, donc c'est vrai que avant le dessert, si on passe par les fromages, on passe par le granité, on passe par les fruits secs. On est en pleine période des chèvres frais. Il y a des choses à faire avec les chèvres.
chèvre et noix, chèvre et figue, Ah, chèvre et alcool, voilà. Chèvre agrumes. Chèvre agrumes, très très beau. Et puisqu'on parle des traditions, et puisque nous sommes à table, on peut aussi parler de l'assiette de l'inconnu ou de celui qui n'est pas spécialement... Au piaton-piou. Exactement, celui qui n'est pas spécialement attendu, mais qui peut venir. C'est une tradition qui perdure chez nous. Hein. C'est vrai que moi, j'ai entendu toujours ma grand-mère qui disait qu'il fallait mettre toujours un plat en plus. Ah, mais moi, c'est le cas quand je mange à Noël chez ma mère, il y a toujours le plat en plus. Il y a toujours le plat en Ah, plus. toujours. Oui. Piaton-piou et bière. Hein. Exactement. Les amis, on se quitte. Nicolas Sombonne et David Mézac, on se quitte. On se donne rendez-vous demain pour le dernier jour de la semaine. Vendredi, on parlera vraiment des desserts. Des desserts. Allez, on vous fera des petites gourmandises. Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Radouman. Et nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler bien de ce réveillon de la Saint-Sylvestre qui approche. Bonjour David. Bonjour Frédéric. Nicolas Sombonne qui est avec nous. Bonjour. Sommelier qui passe ses fêtes en notre compagnie. Question de nous éveiller les papilles. Ah ouais, c'est notre petite récréation. Hein. Ouais, mais on va réinviter forcément Nicolas pour parler de lui quand même. Hein. Ce sera au début de l'année 2016 pour qu'il nous parle de son activité de sommelier. Son métier, oui. Bien sûr. C'est vrai qu'on a, sur ces fêtes, on a un peu zappé le métier de caviste, mais on en parlera volontiers dans une prochaine émission. C'est lié. Le métier de caviste, c'est un métier de la table. On parle des arts de la table, de la convivialité, du vin, des plats, peu importe l'ordre. L'essentiel, c'est d'y penser et les convives qui le partagent. Mais tu reviendras nous voir, en tout cas, Nicolas, plaisir. pour entrer en profondeur donc, dans cette activité. Alors, on a parlé des entrées, des amuse-bouches, des plats de résistance, des pré-desserts. Alors, on va rentrer vraiment dans les desserts de la Saint-Sylvestre avec quelques idées à vous proposer. David, oui. tu as pensé à quoi, toi ? Alors, moi, je pensais à deux choses. Soit on avait la possibilité d'avoir, comme sur le principe des mises en bouche de départ, des petites mignardises à déguster comme ça autour d'un bon champagne ou d'un bon thé, ou si on n'a pas d'alcool, ou d'un bon jus de fruits insulaires, bien sûr. Ou alors partager un dessert, genre un savarin. Tu vois, un bon savarin bien imbibé avec de l'alcool de châtaigne, une bonne crème pâtissière, une bonne chantilly. Je trouve ça sympa. On vient apporter un savarin sur la table bien garni avec des fruits confits sur le dessus. C'est très classique, c'est très rétro, mais je trouve ça sympa. Je sais pas ce que tu en penses. J'aime beaucoup les desserts classiques comme ça. Ouais. Je retrouve plus le nom de ce dessert qui est pourtant évident, c'est le vacherin. Voilà, le vacherin, c'est tellement le vacherin, c'est aussi des desserts qui sont assez faciles à réaliser. Tu dois peut-être avoir une bonne recette de vacherin. Oui, alors écoute, le vacherin, il faut déjà avoir une bonne recette de meringue. Faire une bonne meringue. Alors la meringue, c'est un peu technique parce qu'il faut un sucre cuit. Ça s'appelle une meringue italienne. Alors, il y a plusieurs façons de faire le vacherin, parce que certains, à l'intérieur du vacherin, viennent ajouter une meringue croustillante. Alors, c'est à peu près c'est un contraste de meringue. Et ça vient agrémenter une glace à la vanille, une glace à la pistache, une glace au chocolat. On fait le vacherin à ce que l'on veut. Et moi, je conseille de l'acheter chez un pâtissier. Voilà, parce que on parlait l'autre jour de Pierre qui faisait des excellentes glaces, mais aussi il fait aussi des excellents vacherins. Alors plutôt Pierre Gérôme, évidemment. Oui, c'est vrai que tu as vu, on a l'habitude de dire Pierre. Oui, mais les auditeurs qui nous écoutent. Voilà, Pierre Gérôme, mais on a également Pascal Philidor qui a ouvert cette très belle pâtisserie sur le Cours Napoléon. Un très beau. Il y a Michel Colombagne aussi. Michel Colombagne à l'atelier, qui est notre voisin. Ce sont des amis que l'on cite souvent nous dans nos émissions avec Frédéric. Voilà, un bon vacherin, faites confiance à des bons pâtissiers et vous serez content. Bon, maintenant, si vous voulez le faire, je dis, il faut faire une bonne meringue croustillante, une bonne meringue italienne qui vient couvrir le dessus. C'est assez sympa. On peut faire aussi une bonne tarte aux pommes. C'est la saison des pommes. La bonne rainette de Bastelica, par exemple. C'est pas très festif, mais c'est convivial. Ça vient agrémenter le repas où on se réunit un peu autour de ce plat. Moi, j'aime bien ce principe. Frédéric nous a posé une question en début de semaine. Il disait, est-ce que les repas de fin d'année, de réveillon de fin d'année, sont les mêmes que ceux de Noël ? Je crois que ce sont des repas qui sont moins élaborés. Ce sont des repas qui vont loin dans le temps, dans la soirée. C'est vrai qu'avoir des fruits en dessert ou quelque chose à base de fruits ou quelque chose de glacé, ça a une vertu, c'est que ça permet d'avoir une fin de repas assez digeste. Oui, parce que finalement, il y a la nuit. Souvent, on fait la fête toute la nuit et il ne faut pas non plus... il faut penser à la suite de la soirée. Quoi, voilà, donc on peut passer sur la deuxième idée qui est de faire des petites mignardises, des petits choux,
des petites chouquettes, qu'est-ce qu'on pourrait faire, des petites tartes à la clémentine, des petites tartes au pamplemousse, voilà, des trucs qui viennent justement aider à digérer sans Et sans on parlait de cidre en début de semaine. Voilà, le cidre et tarte aux pommes, c'est un bel accord classique. Et puis Frédéric nous parlait de champagne aussi. C'est vrai que le champagne sur les desserts, moi je suis pas un grand fan, mais sur ce fameux vacherin qui est un dessert finalement très très peu sucré, assez craquant, croustillant et peu consistant, le champagne pourrait s'imposer. Un bon champagne, c'est pas facile d'avoir un bon champagne. Hein. Il faut aller chez un bon caviste. Voilà, il faut... Le message est passé. Exactement. Parce que moi, tu vois, le champagne, j'en bois une coupe, s'il est pas de bonne qualité, je suis malade le lendemain. C'est je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que le mot... J'en pense qu'il en est de même du champagne, comme pour le reste. Quand c'est pas bon, de toute façon, c'est pas bon. Ah, voilà. Si vous voulez vous faire plaisir, mettez-vous en contact avec Nicolas pour un bon champagne qui sera vous le choisir. Parce qu'un mauvais champagne, c'est toujours... ma grand-mère disait... avait toujours une phrase qui me faisait rire, c'est que disait le bon marché coûte cher. Voilà. Et donc, il faut savoir acheter. Voilà. Et il vaut mieux se faire plaisir sur une bonne bouteille, que ce soit de vin, de champagne ou autre chose, que d'avoir à regretter le soir d'avoir choisi le meilleur prix et d'avoir un mauvais champagne qui finalement nous gâchera un peu ce côté festif. Bon, encore une fois, il y a champagne, mais il y a aussi le muscat pétillant qui ne te plaît pas forcément. Mais c'est un bon muscat pétillant. Il y a aussi une gradation dans les muscats pétillants. Il y a des mauvais muscats, des bons muscats. J'aime peut-être pas ce qui pétille aussi, David. Non, j'aime ce qui pétille. Ouais. Non, mais c'est vrai que je ne suis pas fan de... un bon coca, allez. Non. Alors, puisque là, j'ai vu que tu as parlé par exemple de tarte aux pommes, qui est un dessert très simple. Hein. Oui. Alors moi, je vais te dire franchement, mon dessert préféré, tu sais ce que c'est, ça va te faire sourire, c'est la mousse au chocolat. Tu vois, c'est tout con. Mais c'est pas tout con en fait. Ouais. C'est pas tout con la mousse au chocolat. C'est comme quand on dit faire des œufs c'est tout con. Eh ben c'est pas si con que ça, parce que faire une bonne mousse au chocolat, c'est pas facile. Pourquoi ? Parce que il y a avoir la cohésion entre les éléments qui sont le gras et le chocolat, la légèreté qui est entre le chocolat, le beurre de cacao et la crème, eh ben c'est pas facile de faire une bonne mousse au chocolat. Souvent tu les as, elles sont sableuses, elles sont cassantes. Ou alors que d'un côté c'est trop mousseux, de l'autre côté c'est trop compact. Voilà, on te dit, moi je rigole souvent parce que je rigole intérieurement parce que on nous dit souvent, je voudrais un gâteau d'anniversaire. Oui, bien sûr, je vous fais votre gâteau d'anniversaire. Bah, de toute façon, un gâteau d'anniversaire léger. Léger. C'est compliqué là. Non, c'est pas compliqué, c'est que un dessert doit être léger. Ce serait une aberration d'avoir un dessert qui est lourd, qui plombe le repas. Non, mais qu'est-ce qu'on appelle par léger en même temps, qu'est-ce qu'on appelle par léger ? C'est le côté aérien. Et une côté d'une mousse, qu'elle soit au chocolat, qu'elle soit à la châtaigne, qu'elle soit aux fruits, qu'elle soit à ce que vous voulez. Ben, si à ce côté compact, ça veut dire que c'est raté. C'est raté. Donc, c'est une crème au chocolat un peu lourde. Alors, ça peut être une ganache montée. Il y a plusieurs façons de faire des mousses. Il y a soit on fait une ganache montée, c'est-à-dire qu'on vient faire une ganache. Une ganache, c'est quoi ? C'est du chocolat sur lequel on vient rajouter un élément liquide chaud. Ça peut être un jus de fruits, ça peut être de la crème et du lait, ça peut être que de la crème, ça peut être ce que l'on veut mais bouillant. Hein. Et ensuite, on vient agrémenter d'une mousse, d'une crème fouettée. Chantilly, il faut toujours choisir une bonne crème, 35% de matière grasse. Si on choisit une mauvaise crème, ça peut pas marcher, ça peut pas trop marcher. Voilà, il faut vraiment, tu vois, c'est pas si simple que ça. Et il faut, si on va mélanger les deux, il faut savoir qu'il y a un point de fusion qui est à 35 degrés. Parce que le point de fusion de la crème, c'est 35, et le point de fusion de la crème du chocolat, c'est 35. Et donc, voilà, c'est pas si simple que ça à faire une crème mousse chocolat. Et on vient apporter une crème mousseuse dans la ganache. Et là, on peut avoir ce côté aérien. Parce que si on vient incorporer une crème chantilly qui serait déjà serrée, c'est-à-dire très dense, bien sûr. On ne pourra déjà pas mélanger la ganache et le chocolat. Puis je crois qu'il faut mélanger doucement. Il faut mélanger 3 fois. Voilà. Et on aura une crème qui est cassante, qui est collante, qui est lourde. Voilà. Et si on vient respecter ce côté léger, c'est-à-dire qu'il faut que la mousse soit mousseuse, non pas serré. Et l'incorporation à 35 degrés, on ne peut pas se rater. En tout cas, il y a de très bonnes mousses au chocolat chez toi. Hein, ça me fait penser que 2 ou 3 ans en arrière, tu étais venu nous apprendre à faire la mousse au chocolat au Barava. Et nous, dans notre mousse au chocolat, on y incorpore une pointe de café amer, très serrée, et un tout petit peu de pâte, de crème de cédra de Marcel Santini.
Alors Est-ce qu'on après, peut mettre de l'alcool aussi dans la mousse au chocolat? Est-ce qu'on peut lui donner Oui, une tu petite peux. connotation, Tu comme on peux. peut faire dans les crêpes par oui, exemple? tu peux, hein, tu peux, Moi, je t'avoue que j'ai jamais essayé. Jamais essayé. Par contre, c'est vrai l'alcool, je le vois bien à côté. On accompagne souvent nos mousses au chocolat d'un amaro italien. Un amaro italien, Ah, c'est quelque très chose bon, qui est fait amaro. à base d'artichaut pour retrouver l'amertume du chocolat. C'est quelque chose de très léger, très parfumé et encore une fois très digestif ça arrive au moment du dessert. Il y a aussi un dessert que j'aime beaucoup, c'est la crème anglaise. Ah oui, très bon. Ah, Crème anglaise, c'est mon frère qui adore ça. Alors, avec quand- son île, Ah oui, pour en avec, faire une île flottante. avec le dessus très, très aérien. Avec du lait de brebis et des œufs fermiers, Ah, qui était bon, la grande, Ah ouais, qui était la grande recette de di tutti i pastori. Ah oui, mais voilà. Effectivement, il y a une certaine légèreté là, en bouche en tout cas. Ah là, hein. c'est quand c'est très frais. Ouais. Alors, j'avais une tante à Féligède qui mettait un zeste d'orange dedans. Quand elle cuisait la crème anglaise, la soupe anglaise, hein, elle venait mettre dedans une tranche de peau d'orange. Ça venait donner un parfum. C'est des souvenirs d'enfance, tu vois. Ça, c'est... On s'attaque aux souvenirs d'enfance. C'est ça, quand tu as ça à la table... Mon frère Jean-Pierre, pour lui faire un petit coucou, adore ça, tu vois, la crème anglaise. Et du lait de brebis, ça se trouve parce qu'il suffit d'aller chez n'importe quel berger ami, demander 3 litres de lait qu'il donne bien volontiers. Bien sûr. Et ça se fait bouillir 3 fois. Ça s'écrème 3 fois parce qu'autrement c'est quand même... C'est assez fort. C'est assez fort. Ouais, c'est vrai. Eh bien les amis, je pense qu'on a fait le tour. Bien voilà, on a donné pas mal d'idées de recettes pour ces fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre. Si vous avez raté des émissions, n'oubliez pas www.alta-friguanza.com pour le podcast. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Pace salut. Alors on dit a saúde a tutti et pace a chi avage. Exactement. À très bientôt. Très bientôt. On va se revoir Buona et David, évidemment, rendez-vous en début d'année 2016. Avec grand plaisir.